Fondement. Connais-toi toi-même, disait la devise delphique. La clé de toute représentation du monde, de tout engagement politique, moral ou philosophique, réside d'abord dans une anthropologie. Nos actions s'accomplissent par ailleurs à travers certains ordres de la pratique qui représentent autant d'essence des relations des hommes entre eux et avec le monde, le politique, l'économie, la technique et l'éthique. 1. L'homme, un moment du vivant. La modernité a nié l'existence d'une nature humaine, ou l'a rapportée à des prédicats abstraits déconnectés du monde réel et de l'existence vécue. Au prix de cette rupture radicale a émergé l'idéal d'un homme nouveau, malléable à l'infini par transformation progressive ou brutale de son milieu. Cette utopie a abouti aux expériences totalitaires et au système concentrationnaire du XXe siècle. Dans le monde libéral, elle s'est traduite par la croyance superstitieuse en la toute-puissance du milieu, qui n'a pas été moins génératrice de déceptions, en particulier dans le domaine éducatif. Dans une société structurée par l'usage de la rationalité abstraite, ce sont en effet les capacités cognitives qui constituent le principal déterminant du statut social. L'homme est d'abord un animal, et s'inscrit comme tel dans l'ordre du vivant, dont la durée se mesure en centaines de millions d'années. Si l'on compare l'histoire de la vie organique à une journée de 24 heures, l'apparition de notre espèce ne survient que dans les 30 dernières secondes. Le processus d'hominisation s'est lui-même déroulé sur plusieurs dizaines de milliers de générations. Dans la mesure où la vie se répand avant tout par transmission de l'information contenue dans le matériel génétique, l'homme ne naît pas comme une page blanche. Chacun d'entre nous est déjà porteur de caractéristiques générales de notre espèce, auxquelles s'ajoutent des prédispositions héréditaires à certaines aptitudes particulières et à certains comportements. L'individu ne décide pas de cet héritage qui limite son autonomie et sa plasticité, mais lui permet aussi de résister aux conditionnements politiques et sociaux. Mais l'homme n'est pas seulement un animal. Ce qu'il y a chez lui de spécifiquement humain, conscience de sa propre conscience, pensée abstraite, langage syntaxique, capacité symbolique, aptitude au constat objectif et au jugement de valeur, ne contredit pas sa nature, mais la prolonge en lui conférant une dimension supplémentaire et unique. Nier les déterminations biologiques de l'homme ou les réduire en reconduisant ces traits spécifiques à la zoologie constitue donc deux attitudes également absurdes. La part héréditaire de notre humanité ne forme que le socle de notre vie sociale et historique. Parce que ces instincts ne sont pas programmés dans leur objet, l'homme est toujours titulaire d'une part de liberté. Il doit faire des choix aussi bien moraux que politiques, dont la seule vraie limite naturelle est la mort. L'homme est d'abord un héritier, mais il peut disposer de son héritage. Nous nous bâtissons, historiquement et culturellement, sur la base des présupposés de notre constitution biologique qui sont la limite de notre humanité. L'au-delà de cette limite peut être nommé Dieu, cosmos, néant ou être. La question du pourquoi n'y fait plus sens, car ce qui est au-delà des limites humaines est par définition impensable. La nouvelle droite propose donc une vision de l'homme équilibrée, tenant compte à la fois de l'inné, des capacités personnelles et du milieu social. Elle récuse les idéologies qui mettent abusivement l'accent sur un seul de ces facteurs de détermination, qu'il soit biologique, économique ou mécanique. 2. L'homme. Un être enraciné, périlleux et ouvert. L'homme n'est naturellement ni bon ni mauvais, mais il est capable d'être l'un ou l'autre. Il est en cela un être ouvert et périlleux, toujours susceptible de se dépasser lui-même ou de se dégrader. Les règles sociales et morales, tout comme les institutions ou les traditions, permettent de conjurer cette menace permanente en engageant l'homme à se construire dans la reconnaissance des normes qui fondent son existence en lui donnant sens et repères. L'humanité, définie comme l'ensemble indistinct des individus qui la composent, désigne soit une catégorie biologique, l'espèce, soit une catégorie philosophique issue de la pensée occidentale. Du point de vue social historique, l'homme en soi n'existe pas, car l'appartenance à l'humanité est toujours médiatisée par une appartenance culturelle particulière. Ce constat ne relève pas du relativisme. Tous les hommes ont en commun leur nature humaine, sans laquelle ils ne pourraient pas se comprendre. Mais leur commune appartenance à l'espèce s'exprime toujours à partir d'un contexte singulier. Ils partagent les mêmes aspirations essentielles, mais celles-ci se cristallisent toujours sous des formes différentes selon les époques et les lieux. L'humanité, en ce sens, est irréductiblement plurielle. La diversité participe de son essence même. La vie humaine s'inscrit nécessairement dans un contexte qui précède le jugement, fût-il critique, que les individus et les groupes portent sur le monde et modèlent les aspirations comme les finalités qui sont les leurs. Il n'existe dans le monde réel que des personnes concrètement situées. Les différences biologiques ne sont elles-mêmes signifiantes qu'en référence à des données culturelles et sociales. Quant aux différences entre les cultures, elles ne sont ni l'effet d'une illusion, ni des caractéristiques transitoires, contingentes ou secondaires. Les cultures ont toutes leur centre de gravité propre. Des cultures différentes donnent des réponses différentes aux questions essentielles.
C'est pourquoi toute tentative de les unifier revient à les détruire. L'homme s'inscrit par nature dans le registre de la culture. Être de singularité, il se situe toujours à l'interface de l'universel, son espèce, et du particulier, chaque culture, chaque époque. L'idée d'une loi absolue, universelle et éternelle, appelée à déterminer en dernière instance nos choix moraux, religieux ou politiques, apparaît donc sans fondement. Cette idée est à la base de tous les totalitarismes. Les sociétés humaines sont à la fois conflictuelles et coopératives, sans que l'on puisse éteindre l'une de ces caractéristiques au bénéfice de l'autre. La croyance irénique en la possibilité de faire disparaître les antagonismes au sein d'une société réconciliée et transparente à elle-même n'a pas plus de validité que la vision hyper-concurrentielle, libérale, raciste ou nationaliste, qui fait de la vie une guerre perpétuelle des individus ou des groupes. Si l'agressivité est aussi partie prenante dans l'activité créatrice et la dynamique de la vie, l'évolution a favorisé chez l'homme l'émergence de comportements coopératifs, altruistes, qui ne s'exercent pas toujours dans la seule sphère de sa parenté génétique. D'autre part, les grandes constructions historiques n'ont pu s'inscrire dans la durée qu'en établissant une harmonie fondée sur la reconnaissance de biens communs, la réciprocité des droits et des devoirs, l'entraide et le partage. Ni pacifique, ni belliqueuse, ni bonne, ni mauvaise, ni belle, ni laide, l'existence humaine se déroule dans une tension tragique entre ces pôles attractifs et répulsifs. 3. La société, un corps de communauté. L'existence humaine est indissociable des communautés et des ensembles sociaux dans lesquels elle s'inscrit. L'idée d'un état de nature primitif où auraient coexisté des individus autonomes est une pure fiction. La société ne résulte pas d'un contrat auquel les hommes souscrivent en vue de maximiser leur meilleur intérêt, mais d'une association spontanée dont la forme la plus ancienne est sans doute la famille élargie. Les communautés dans lesquelles s'incarne l'état social dessinent un tissu complexe de corps intermédiaires situés entre l'individu, les groupes d'individus et l'humanité. Certaines d'entre elles sont héritées, natives. D'autres sont choisies, coopératives. Le lien social, dont la vieille droite n'a jamais été capable de reconnaître l'autonomie, et qui ne se confond nullement avec la seule société civile, s'y définit d'abord comme un modèle pour les actions des individus, non comme l'effet global de ces actions. Il repose sur un consentement partagé à cette antériorité du modèle. L'appartenance collective n'annule pas l'identité individuelle, mais en constitue le socle. Lorsqu'on quitte sa communauté d'origine, c'est généralement pour en rejoindre une autre. Natives ou coopératives, les communautés ont toutes pour fondement la réciprocité. Les communautés se construisent et se maintiennent dans la certitude éprouvée par chacun de leurs membres que tout ce qui est exigé d'eux-mêmes peut et doit l'être aussi des autres. Réciprocité verticale des droits et des devoirs, de la contribution et de la redistribution, de l'obéissance et de l'assistance, réciprocité horizontale des dons et des contre-dons, de la fraternité, de l'amitié, de l'amour. La richesse de la vie sociale est proportionnelle à la diversité des appartenances qu'elle propose. Sa diversité est sans cesse menacée par défaut, conformisation, indifférenciation, ou par excès, sécession, atomisation. La conception holiste selon laquelle le tout excède la somme de ses parties et possède des qualités qui lui sont propres a été combattue par l'individuo-universalisme moderne qui a associé la communauté à la hiérarchie subie, à l'enfermement ou à l'esprit de clocher. Cet individuo-universalisme s'est déployé sous les deux figures du contrat politique et du marché économique. Mais en réalité, la modernité n'a pas libéré l'homme en l'affranchissant de ses anciennes appartenances familiales, locales, tribales, corporatives ou religieuses. Elle n'a fait que le soumettre à d'autres contraintes, plus dures parce que plus lointaines, plus impersonnelles et plus exigeantes. Une suggestion mécanique, abstraite et homogène a remplacé les cadres organiques et multiformes. En devenant plus solitaire, l'homme est aussi devenu plus vulnérable et plus démuni. Il s'est déconnecté du sens, parce qu'il ne peut plus s'identifier à un modèle, parce qu'il n'y a plus de sens pour lui à se placer du point de vue du tout social. L'individualisme a débouché sur la désaffiliation et la mise à l'écart, la désinstitutionnalisation, la famille par exemple, ne se salisse plus, et la captation du lien social par les bureaucraties étatiques. À l'heure du bilan, le grand projet d'émancipation moderne s'analyse comme une aliénation de grande échelle. Parce qu'elles tendent à rassembler des individus qui s'éprouvent tous comme des étrangers les uns aux autres et ne manifestent plus de confiance mutuelle, les sociétés modernes ne peuvent envisager de rapport social qui ne soit soumis à une instance neutre de régulation. Les formes pures en sont l'échange, système marchand de la loi du plus fort, et la soumission, système totalitaire d'obéissance à l'État central tout-puissant. La forme mixte qui s'instaure actuellement se traduit par une prolifération de règles juridiques abstraites qui quadrillent peu à peu chaque pan de l'existence, le rapport à autrui faisant l'objet d'un contrôle permanent afin de conjurer la menace d'implosion. Seul le recours aux communautés de dimension humaine permettra de remédier à l'exclusion et à la dissolution du lien social, à sa réification ou à sa juridicisation. 4. Le politique, une essence et un art. Le politique tient au fait que les finalités de la vie sociale sont toujours multiples.
Il possède son essence et ses lois propres, qui ne sont réductibles ni à la rationalité économique, ni à l'éthique, ni à l'esthétique, ni à la métaphysique, ni au sacré. Il suppose que soient distinguées et acceptées des notions telles que le public et le privé, le commandement et l'obéissance, la délibération et la décision, le citoyen et l'étranger, l'ami et l'ennemi. S'il y a de la morale en politique, puisque l'autorité vise au bien commun et s'inspire de la norme composée par les valeurs et les mœurs de la collectivité au sein de laquelle elle s'exerce, cela ne signifie pas pour autant qu'une morale individuelle soit politiquement applicable. Les régimes qui se refusent à reconnaître l'essence du politique, qui nient la pluralité des fins ou qui favorisent la dépolitisation, sont par définition impolitiques. La pensée moderne a développé l'idée illusoire d'une neutralité de la politique, réduisant le pouvoir à l'efficacité gestionnaire, à l'application mécanique de normes juridiques, techniques ou économiques. Le gouvernement des hommes devait se calquer sur l'administration des choses. Or, la sphère publique est toujours le lieu d'affirmation d'une vision particulière de la vie bonne. De cette conception que l'on se fait du bien procède le juste, et non l'inverse. Le premier but de toute action politique est, à l'intérieur, de faire régner la paix civile, c'est-à-dire la sécurité et l'harmonie entre les sociétaires, et, à l'extérieur, de les protéger des menaces. Par rapport à ce but, le choix que l'on opère entre des valeurs concurrentes, plus de liberté, d'égalité, d'unité, de diversité, de solidarité, recèle nécessairement une part d'arbitraire. Il ne se démontre pas, mais s'affirme et se juge au résultat. La diversité des visions du monde est l'une des conditions d'émergence du politique. La démocratie, parce qu'elle reconnaît le pluralisme des aspirations et des projets et vise à en organiser la confrontation pacifique à tous les échelons de la vie publique, est un régime éminemment politique. Elle est en cela préférable aux confiscations classiques de la légitimité par l'argent, la plutocratie, la compétence, la technocratie, la loi divine, la théocratie, ou l'hérédité, la monarchie, mais aussi aux formes plus récentes de neutralisation du politique par la morale, l'idéologie des droits de l'homme, par l'économie, la mondialisation marchande, par le droit, le gouvernement des juges ou par les médias, la société du spectacle. Si l'individu s'éprouve comme personne au sein d'une communauté, il se construit comme citoyen dans la démocratie, seul régime qui lui offre la participation aux discussions et décisions publiques, ainsi que l'excellence par l'éducation et la construction de soi. La politique n'est pas une science livrée à la raison ou à la seule méthode, mais un art, exigeant en premier lieu la prudence. Elle implique toujours une incertitude, une pluralité des choix, une décision sur les finalités. L'art de gouverner donne un pouvoir d'arbitrage entre les possibles, assorti d'une capacité de contraindre. Le pouvoir n'est jamais qu'un moyen, qui ne se vaut qu'en fonction des finalités qu'il est censé servir. Chez Jean Bodin, héritier des légistes, la source de l'indépendance et de la liberté réside dans une souveraineté illimitée du pouvoir du prince, conçue sur le modèle du pouvoir absolutiste papal. Cette conception est celle d'une théologie politique, fondée sur l'idée d'un organe politique suprême, un léviathan censé contrôler les corps, les esprits et les âmes. Elle a inspiré l'État-nation absolutiste, unifié et centralisé, qui ne souffre ni les pouvoirs locaux ni les partages du droit avec des pouvoirs territoriaux voisins, et qui se construit par l'unification administrative et juridique, l'élimination des corps intermédiaires, dénoncés comme féodalité, et l'éradication progressive des cultures locales. Elle a successivement abouti à l'absolutisme monarchique, au jacobinisme révolutionnaire, puis au totalitarisme moderne, mais aussi à la République sans citoyens, où rien n'existe plus entre la société civile atomisée et l'État gestionnaire. À ce modèle de société politique, la nouvelle droite oppose celui, hérité d'Althusser, où la source de l'indépendance et de la liberté réside dans l'autonomie, et où l'État se définit d'abord comme une fédération de communautés organisées et d'allégeances multiples. Dans cette conception, qui a inspiré les constructions impériales et fédérales, l'existence d'une délégation au souverain ne fait jamais perdre au peuple la faculté de faire ou d'abroger les lois. Le peuple, dans ses différentes collectivités organisées, est le seul détenteur ultime de la souveraineté. Les gouvernants sont supérieurs à tout citoyen pris individuellement, mais ils restent toujours inférieurs à la volonté générale exprimée par le corps des citoyens. Le principe de subsidiarité s'applique à tous les niveaux. La liberté d'une collectivité n'est pas antinomique d'une souveraineté partagée. Le champ du politique, enfin, ne se réduit pas à l'État. La personne publique se définit comme un espace plein, un tissu continu de groupes, de familles, d'associations, de collectivités locales, régionales, nationales ou supranationales. Le politique ne consiste pas à nier cette continuité organique, mais à prendre appui sur elle. L'unité politique procède d'une diversité reconnue, c'est-à-dire qu'elle doit composer avec une opacité du social. La parfaite transparence de la société à elle-même est une utopie qui n'encourage pas la communication démocratique, mais favorise au contraire la surveillance totalitaire. 5. L'économique, au-delà du marché. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire des sociétés humaines,
Certaines règles président à la production, à la circulation et à la consommation des biens nécessaires à la survie des individus et des groupes. Pour autant, et contrairement aux présupposés du libéralisme comme du marxisme, l'économie n'a jamais formé l'infrastructure de la société. La surdétermination économique, qu'on appelle l'économisme, forme l'exception et non la règle. De nombreux mythes associés à la malédiction du travail, Prométhée, viol de la terre-mère, de l'argent, Crésus, Gulweg, Tarpeia, de l'abondance, Pandore, révèlent d'ailleurs que l'économie a très tôt été perçue comme la part maudite de toute société, l'activité qui menace d'en briser l'harmonie. L'économie était alors dévalorisée, non pas parce qu'elle n'était pas utile, mais du fait même qu'elle n'était pas que cela. De même, on était riche parce que l'on était puissant, et non l'inverse. La puissance était alors assortie d'un devoir de partage et de protection à l'égard des affidés. Le fétichisme de la marchandise n'est pas seulement à travers du capitalisme moderne, mais il renvoie à une constante anthropologique. La production en abondance des biens différenciés soulève l'envie, le désir mimétique, qui produit à son tour le désordre et la violence. Dans toutes les sociétés prémodernes, l'économique est encastré, contextualisé dans les autres ordres de l'activité humaine. L'idée selon laquelle, du troc au marché moderne, les échanges économiques auraient toujours été régulés par la confrontation de l'offre et de la demande, par l'émergence conséquente d'un équivalent abstrait, l'argent, et de valeurs objectives, valeurs d'usage, d'échange, d'utilité, tout cela est une fable inventée par le libéralisme. Le marché n'est pas un modèle idéal que son abstraction permettrait d'universaliser. Avant d'être un mécanisme, il est une institution, et cette institution ne peut être abstraite de son histoire ni des cultures qui l'ont engendrée. Les trois grandes formes de circulation des biens sont la réciprocité, don associé au contre-don, partage paritaire ou égalitaire, la redistribution, centralisation et répartition de la production par une autorité unique, et l'échange. Elles ne représentent pas des stades de développement, mais ont toujours plus ou moins coexisté. La société moderne se caractérise par l'hypertrophie de l'échange marchand. Passage de l'économie avec marché à l'économie de marché, puis à la société de marché. L'économie libérale a traduit l'idéologie du progrès en religion de la croissance. Le toujours plus de consommation et de production est censé mener l'humanité au bonheur. S'il est indéniable que le développement économique moderne a satisfait certains besoins primaires jusqu'alors inaccessibles pour le plus grand nombre, il n'en est pas moins vrai que l'accroissement artificiel des besoins par les stratégies de séduction du système des objets, la publicité, aboutit nécessairement à une impasse. Dans un monde aux ressources finies et soumis au principe d'entropie, une certaine décroissance constitue l'horizon inévitable de l'humanité. Par l'ampleur des transformations mises en œuvre, la marchandisation du monde, entre le XVIe et le XXe siècle, a été l'un des phénomènes les plus importants que l'humanité ait connus. Sa démarchandisation sera l'un des enjeux principaux du XXIe siècle. Il faut pour cela en revenir à l'origine de l'économie, oikos nomos, les lois générales de notre habitat dans le monde, lois qui incluent les équilibres écologiques, les passions humaines, le respect de l'harmonie et de la beauté de la nature, et de façon plus générale tous les éléments non quantifiables que la science économique a arbitrairement exclus de ses calculs. Toute vie économique implique la médiation d'un large éventail d'institutions culturelles et d'instruments juridiques. Aujourd'hui, l'économie doit être recontextualisée dans le vivant, dans la société, dans la politique et dans l'éthique. 6. L'éthique. Construction de soi. Les catégories fondamentales de l'éthique sont universelles. On retrouve partout la distinction entre le noble et l'ignoble, le bien et le mal, le bon et le mauvais, l'admirable et le méprisable, le juste et l'injuste. En revanche, la désignation des actes relevant de chacune de ces catégories varie selon les époques et les sociétés. La nouvelle droite rejette toute conception purement morale du monde, mais elle admet bien entendu qu'aucune culture ne peut se passer de distinguer la valeur éthique des attitudes et des comportements. La morale est indispensable à cet être ouvert qu'est l'homme. Elle est une conséquence de sa liberté. Tout en exprimant des règles générales qui sont partout la condition de la survie des sociétés, elle se rattache aussi aux mœurs, et ne saurait être entièrement dissociée des contextes dans lesquels elle s'exerce. Mais elle ne saurait se comprendre sous le seul horizon de la subjectivité. L'adage « right or wrong my country » par exemple, ne signifie pas que mon pays a toujours raison, mais qu'il reste mon pays, même quand il a tort. Ce qui implique que je puisse éventuellement lui donner tort, donc que je dispose d'une norme excédant ma seule appartenance par rapport à lui. Depuis les Grecs, l'éthique désigne pour les Européens les vertus dont l'exercice forme le socle de la vie bonne. La générosité contre l'avarice, l'honneur contre la honte, le courage contre la lâcheté, la justice contre l'inéquité, la tempérance contre la démesure, le sens du devoir contre le renoncement, la droiture contre la cautèle, le désintéressement contre la cupidité. Le bon citoyen est celui qui tend toujours vers l'excellence en chacune de ses vertus.
Cette volonté d'excellence n'exclut nullement qu'il existe plusieurs modes de vie, contemplative, active, lucrative, relevant chacun de codes moraux différents et se trouvant hiérarchisés dans la cité. La tradition européenne, exprimée par l'antique modèle trifonctionnel, fait par exemple primer la sagesse sur la force et la force sur la richesse. La modernité a supplanté l'éthique traditionnelle, à la fois aristocratique et populaire, par deux types de morale bourgeoise. La morale utilitariste, fondée sur le calcul matérialiste des plaisirs et des peines, et la morale déontologique, fondée sur une conception unitaire du juste vers laquelle devraient tendre tous les individus en se conformant à une loi morale universelle. Cette dernière approche sous-entend l'idéologie des droits de l'homme, à la fois morale minimale et arme stratégique de l'ethnocentrisme occidental. Cette idéologie est contradictoire dans les termes. Tous les hommes ont des droits, mais ils ne sauraient en être titulaires en tant qu'être isolés. Le droit sanctionne un rapport d'équité qui implique le social. Aucun droit n'est donc concevable sans un contexte spécifique pour le définir, une société pour le reconnaître et définir les devoirs qui en représentent la contrepartie et des moyens de contrainte suffisants pour le faire appliquer. Quant aux libertés fondamentales, elles ne se décrètent pas, mais exigent d'être conquises et garanties. Que les Européens l'aient fait en imposant à force de lutte un droit des gens fondé sur l'autonomie n'implique nullement que tous les peuples de la planète soient tenus d'envisager la garantie des droits de la même façon. Contre l'ordre moral, qui confond normes sociales et normes morales, il faut enfin soutenir la pluralité des formes de la vie sociale, penser ensemble l'ordre et sa transgression, Apollon et Dionysos. On ne pourra sortir du relativisme et du nihilisme du dernier homme, qui se dévoile aujourd'hui sur fond de matérialisme pratique, qu'en restituant du sens, c'est-à-dire en faisant retour aux valeurs partagées, porteuses de certitudes concrètes, éprouvées et défendues par des communautés conscientes d'elles-mêmes. 7. La technique. Mobilisation du monde. La technique accompagne l'homme depuis ses origines. L'absence de défense naturelle spécifique, la déprogrammation de nos instincts et le développement de nos capacités cognitives vont de pair avec une transformation croissante de notre milieu. Mais la technique a longtemps été régulée par des impératifs non techniciens. Nécessaire harmonie de l'homme, de la cité et du cosmos, respect de la nature comme demeure de l'être, soumission de la puissance prométhéenne à la sagesse olympienne, répudiation de l'hubris, souci de la qualité plutôt que de la productivité, etc. L'explosion technicienne de la modernité s'explique par la disparition de ces codages éthiques, symboliques ou religieux. Elle trouve ses lointaines racines dans l'impératif biblique « emplissez la terre et dominez-la », que Descartes reprendra 2 millénaires plus tard en invitant l'homme à se rendre comme maître et possesseur de la nature. La césure dualiste, théocentrique entre l'être incréé et le monde créé, s'est ainsi métamorphosée en césure dualiste anthropocentrique entre le sujet et l'objet, le second étant offert sans réserve à l'arraisonnement du premier. La modernité a également soumis la science contemplative à la technique opérative, donnant ainsi naissance à la technoscience intégrée, dont la seule raison d'être est une transformation toujours plus accélérée du monde. Dans le seul XXe siècle, notre mode de vie a connu plus de bouleversements que dans les 15 000 ans qui l'ont précédé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, chaque génération nouvelle doit s'intégrer dans un monde que la précédente n'a pas éprouvé. La technique se développe par essence comme un système autonome. Toute nouvelle découverte est immédiatement absorbée dans la puissance globale d'opérativité qu'elle contribue à complexifier et à renforcer. Le développement récent des technologies de stockage et de circulation de l'information, cybernétique, informatique, accélère à une vitesse prodigieuse cette intégration systémique dont Internet est l'exemple le plus connu. Ce réseau n'a ni centre décisionnel, ni contrôle d'entrée-sortie, mais il maintient et accroît en permanence l'interaction des millions de terminaux qui lui sont connectés. La technique n'est pas neutre, mais obéit à un certain nombre de valeurs qui en guident le cours. Opérativité, efficacité, performativité. Son axiome est simple. Tout ce qui est possible peut être et sera effectivement réalisé. Étant entendu que seul un surcroît de technique pourra pallier les défauts de la mise en œuvre des techniques déjà existantes. Le politique, la morale, le droit interviennent après seulement pour juger des effets désirables ou indésirables de l'innovation. La nature cumulative du développement technoscientifique, qui connaît des stagnations mais pas de régression, a longtemps conforté l'idéologie du progrès en certifiant l'accroissement des pouvoirs de l'homme sur la nature et en réduisant les risques et les incertitudes. La technique a donné ainsi à l'humanité de nouveaux moyens d'existence, mais elle lui a fait perdre en même temps ses raisons de vivre, puisque l'avenir ne semble plus dépendre que de l'extension indéfinie de la maîtrise rationnelle du monde. L'appauvrissement qui en résulte est de plus en plus nettement perçu comme la disparition d'une vie authentiquement humaine sur Terre.
Après avoir exploré l'infiniment petit et l'infiniment grand, la technoscience entreprend maintenant d'arraisonner l'homme lui-même, à la fois sujet et objet de ses propres manipulations. Clonage, procréation artificielle, fichage génétique. L'homme devient le simple prolongement des outils qu'il a créés, adoptant une mentalité technomorphe qui augmente sa vulnérabilité. Technophobie et technophilie sont deux attitudes irrecevables. La connaissance et ses applications ne sont pas blâmables en elles-mêmes, mais l'innovation ne saurait valoir par le seul fait de sa nouveauté. Contre le réductionnisme scientiste, le positivisme arrogant et l'obscurantisme obtus, il importe de soumettre le développement technique à nos choix sociaux, éthiques et politiques, en même temps qu'à nos anticipations, et de le réinsérer dans la symbolique d'une vision du monde comme pluriversum et continuum. 8. Le monde, un pluriversum. La diversité est inhérente au mouvement même de la vie, qui évolue de manière buissonnante en se complexifiant. La pluralité et la variété des races, des ethnies, des langues, des mœurs ou encore des religions caractérisent le développement de l'humanité depuis ses origines. Devant ce fait, deux attitudes s'opposent. Pour les uns, cette diversité bioculturelle est un fardeau, et il faut toujours et partout réduire les hommes à ce qu'ils ont en commun, ce qui ne manque pas d'entraîner par réaction toute une série d'effets pervers. Pour les autres, dont nous sommes, les différences sont des richesses qu'il convient de préserver et de cultiver. La nouvelle droite manifeste une profonde aversion pour l'indifférencié. Elle estime qu'un bon système est celui qui transmet au moins autant de différences qu'il en a reçu. La vraie richesse du monde réside d'abord dans la diversité des cultures et des peuples. La conversion de l'Occident à l'universalisme a été la cause principale de sa volonté de convertir à son tour le reste du monde, naguère à sa religion, pendant les croisades, hier à ses principes politiques, le colonialisme, aujourd'hui à son modèle économique et social, le développement, ou à ses principes moraux, les droits de l'homme. Entrepris sous l'égide des missionnaires, des militaires et des marchands, l'occidentalisation de la planète a représenté un mouvement impérialiste, alimenté par le désir d'effacer toute altérité en imposant au monde un modèle d'humanité prétendument supérieur, invariablement présenté comme progrès. L'universalisme homogénéisant n'y était que la projection et le masque d'un ethnocentrisme élargi aux dimensions de la planète. Cette occidentalisation-mondialisation a modifié la manière dont nous percevons le monde. Les tribus primitives se désignaient elles-mêmes comme les hommes, laissant entendre qu'elles se considéraient comme les seuls représentants de leur espèce. Un Romain et un Chinois, un Russe et un Inca pouvaient vivre à la même époque, sans avoir conscience de leur existence réciproque. Ces temps sont révolus. Du fait de la prévention démesurée de l'Occident de rendre le monde entièrement présent à lui-même, nous vivons un âge nouveau où les différences ethniques, historiques, linguistiques ou culturelles coexistent dans la pleine conscience de leur identité et de l'altérité qui la reflète. Pour la première fois de l'histoire, le monde est un pluriversum, un ordre multipolaire où de grands ensembles culturels se trouvent confrontés les uns aux autres dans une temporalité planétaire partagée, c'est-à-dire en temps zéro. Cependant, la modernisation se déconnecte peu à peu de l'occidentalisation. Des civilisations nouvelles accèdent aux moyens modernes de la puissance et de la connaissance, sans pour autant renier leurs héritages historiques et culturels au profit des valeurs ou des idéologies occidentales. L'idée, selon laquelle nous pourrions parvenir à la fin de l'histoire, caractérisée par le triomphe planétaire de la rationalité marchande en généralisant le mode de vie et les formes politiques de l'Occident libéral, est fausse. Nous vivons au contraire l'émergence d'un nouveau nomos de la Terre, un nouvel ordonnancement des relations internationales. L'Antiquité et le Moyen-Âge avaient vu se développer inégalement de grandes civilisations autarciques. La Renaissance et l'âge classique furent marqués par l'émergence et la consolidation des États-Unis en concurrence pour la maîtrise de l'Europe, puis du monde. Le XXe siècle a vu se dessiner un ordre bipolaire où s'affrontaient le libéralisme et le marxisme, la puissance thalassocratique américaine et la puissance continentale soviétique. Le XXIe siècle sera marqué par l'avènement d'un monde multipolaire, articulé autour de civilisations émergentes, européennes, nord-américaines, ibéro-américaines, arabo-musulmanes, chinoises, indiennes, japonaises, etc. Ces civilisations ne supprimeront pas les anciens enracinements locaux, tribaux, provinciaux et nationaux. Elles s'imposeront en revanche comme la forme collective ultime à laquelle les individus pourront s'identifier en deçà de leur humanité commune. Elles seront probablement appelées à collaborer en certains domaines pour défendre les biens communs de l'humanité, notamment écologiques. Dans un monde multipolaire, la puissance se définit comme la capacité de résister à l'influence des autres plutôt que d'imposer la sienne. L'ennemi principal de ce plurivers de grands ensembles autocentrés est toute civilisation qui se prétend universelle, se croit investie d'une mission rédemptrice et veut imposer son modèle à tous les autres. 9. Le cosmos, un continuum. La nouvelle droite adhère à une conception unitaire du monde, dont la matière comme la forme ne constituent que des variations d'un même thème.
Le monde est à la fois un et multiple, intégrant différents niveaux de visible et d'invisible, différentes perceptions du temps et de l'espace, différentes lois d'organisation de ses constituants élémentaires. Microcosme et macrocosme s'interpénètrent et se répondent. La nouvelle droite rejette donc la distinction absolue entre l'être créé et l'être incréé, tout comme l'idée que notre monde ne serait que le reflet d'un arrière-monde. Le cosmos comme réalité est le lieu de manifestation de l'être, le lieu où se dévoile la vérité de notre co-appartenance à ce cosmos. Pantarei, disait Héraclite. En tout se tient l'ouverture au tout. L'homme ne trouve et ne donne un sens à sa vie qu'en adhérant à ce qui l'excède, à ce qui dépasse les limites de sa constitution. La nouvelle droite reconnaît pleinement cette constante anthropologique qui se manifeste dans toutes les religions. Elle considère que le retour du sacré s'accomplira dans un recours au mythe fondateur et dans l'implosion des fausses dichotomies. Sujet et objet, corps et pensée, âme et esprit, essence et existence, rationalité et sensibilité, domaine mythique et domaine logique, nature et surnature, etc., etc. Le désenchantement du monde traduit la clôture de l'esprit moderne, incapable de se projeter au-delà de son matérialisme et de son anthropocentrisme constitutif. Notre époque a transféré au seul sujet humain les anciens attributs divins, métaphysique de la subjectivité, transformant ainsi le monde en objet, c'est-à-dire en ensemble de moyens mis à la disposition illimitée de ses fins. Cet idéal d'un raisonnement utilitaire du monde s'est doublé d'une conception linéaire de l'histoire, dotée d'un début, état de nature, paradis terrestre, âge d'or, communisme primitif, et d'une fin, société sans classe, règne de Dieu, stade ultime du progrès. Pour la nouvelle droite, passé, présent et avenir ne sont pas des moments distincts d'une histoire orientée et vectorisée, mais les dimensions permanentes de tout instant vécu. Le passé, comme l'avenir, se tiennent toujours présents en toute actualité. À cette présence, catégorie fondamentale du temps, s'oppose l'absence, oubli de l'origine et obscurcissement de l'horizon. Cette conception du monde s'exprimait déjà dans l'Antiquité européenne, où elle se retrouve tant dans les récits cosmogoniques que dans les pensées présocratiques. Le paganisme de la nouvelle droite ne désigne rien d'autre que la sympathie consciente envers cette ancienne conception du monde, toujours vivante dans les cœurs et les esprits, précisément parce qu'elle n'est pas d'hier, mais de toujours. Face aux ersatz sectaires des religions déchues, comme à certaines parodies néo-païennes des temps de confusion, la nouvelle droite s'inscrit dans la plus longue mémoire. C'est toujours dans un rapport à l'origine que se tient le sens de ce qui advient.